vais continuer directement sur la présentation du CHU de Québec, Université Laval. Donc, c'est moi qui vais passer les diapositives, donc vous avez juste à me dire quand est-ce que je dois passer. Karine, est-ce que tu es pas loin? Je suis là. Donc, merci Marie-Pascale et merci Mado pour cette belle introduction. Je ne serai pas seule à présenter aujourd'hui. Je vais être accompagnée de mes collègues Madeleine Côté, qui est patiente accompagnatrice, et Linda Bélanger du CHU de Québec, Université Laval. Est-ce que je peux leur demander juste de mettre leurs mains? Tu sais qu'elles lèvent la main, comme ça elles vont se retrouver en haut. Ça serait vraiment bien là. Je les mets en évidence. Ah, tu peux les mettre en évidence. Oui. Ok, génial, super. Ben, merci, c'est bon. Merci. C'est bon, tu peux continuer, excuse-moi. Parfait. Alors, tu peux. Est-ce que c'est toi qui as notre présentation, Marie-Pascale? Je pense que oui. C'est moi. Ouais. Alors, donc aujourd'hui, on a décidé ensemble de vous présenter là, nos 5 grands succès. On trouvait que ça faisait une belle clôture là, de cette fin de projet. Parce que je pense qu'au CHU de Québec, on a vraiment de belles réussites, puis on est très fiers de notre projet, là, Parole Onco, qui s'est déroulé dans l'équipe d'oncogénétique du Centre des maladies du sein. Alors oui, on peut commencer. Alors voici nos 5 grands succès. Donc, on va vous présenter chacun de ceux-ci au fil de la présentation. D'une part, on a vraiment travaillé dans une démarche qui était collaborative et interdisciplinaire, et ça depuis le tout début. On a des besoins nommés qui étaient nommés par notre clientèle et les rôles qu'on a comblés par nos patientes accompagnatrices auprès de ces patientes-là étaient vraiment distincts de l'offre de services qu'on avait dans l'équipe clinique en oncogénétique. Nos patientes accompagnatrices étaient des femmes exceptionnelles, très engagées et pleinement intégrées à l'équipe clinique. On a aussi mis en place le projet de façon graduelle, ce qui a contribué, selon nous, à développer une culture de partenariat au sein de notre établissement et ce qui est un facteur de réussite pour la suite parce qu'on est en mesure de poursuivre l'intégration dans d'autres sites tumorales éventuellement. Et cette démarche-là s'intègre à un plan d'action, comme pourra vous l'expliquer Linda là, à la fin de la présentation. On peut changer de... Alors, démarche collaborative et interdisciplinaire. Comme vous avez sûrement eu la chance de l'entendre au cours des dernières années là, dans nos différentes présentations, au CHU de Québec, on s'est composé un comité de travail dès le début. Ce comité de travail-là regroupait les 4 principales directions qui étaient concernées par la réalisation de ce projet. Donc, on avait la direction de la recherche pour tout le volet recherche du projet de Marie-Pascale Paumé, qui était représenté par le professeur Michel Dorval, qui est co-chercheur sur le projet, ainsi que Linda Bélanger. On avait aussi la direction des services multidisciplinaires du CHU de Québec, la direction de la qualité, qui était aussi représentée par Linda, la direction de cancérologie, qui était une partie prenante du projet. On avait aussi la Fondation québécoise du cancer qui était vraiment impliquée là, depuis le tout début du projet comme un acteur clé. Et on avait aussi une patiente accompagnatrice qui était Madeleine Côté. Puis on avait aussi l'équipe clinique qui était partie prenante du comité de travail. Ce comité de travail-là s'est rencontré à de multiples reprises, là, presque une vingtaine de fois au cours des 2 dernières années. Marie-Pascale, il y a des animations, fait qu'il faudrait que tu... clic. Donc, on a vraiment favorisé une approche transdisciplinaire. Un autre clic, un autre clic. Les directions étaient mobilisées et engagées. Je crois qu'on a eu très peu d'absence à chacune des réunions de notre comité au fil des années. Puis cette mobilisation-là descendait de notre direction générale, là, qui était vraiment qui avait un appui fort là, pour le projet. Tu peux aussi cliquer, Marie-Pascale, s'il te plaît. Et tout au long des séances de notre comité de travail, on a vraiment eu un souci important à la clarification des rôles. Donc oui, clarification des rôles de nos patientes accompagnatrices par rapport à nos équipes soignantes, mais aussi clarification des rôles de chacun des acteurs au niveau des directions par rapport à la façon qu'ils devaient porter ce projet-là dans l'organisation, mais aussi par rapport au rôle des équipes cliniques. On peut changer de cette étape, Marie-Pascale. Besoins nommés et distincts donc, de nos patients accompagnateurs, les travaux au CHU de Québec se basaient vraiment sur des projets de recherche qui avaient été menés depuis 2008.
Donc, au fil du temps, on avait d'abord fait une étude auprès de patientes qui envisageaient une chirurgie préventive des seins. Et ce qu'on avait observé auprès de cette clientèle-là, c'est que le besoin de consulter une patiente accompagnatrice était vraiment présent et non comblé actuellement dans la trajectoire de soins. En 2015-2017, on a mis en place un projet pilote pour évaluer la faisabilité de mettre en place une ressource d'accompagnement, toujours avec l'aide de la Fondation québécoise de cancer, là, auprès des patientes qui envisageaient une mastectomie préventive. Et effectivement, on a constaté que les patientes accompagnatrices pouvaient jouer un rôle clé en apportant une nouvelle perspective pour l'aide à la décision en matière de chirurgie préventive. Pendant la réalisation de notre projet Parolonco, Marie-Pascale Paumé, avec son équipe de recherche, a réalisé plusieurs évaluations auprès de la clientèle, dont, en fin de projet, vraiment la perception du rôle des patients accompagnateurs là, pour les patientes. On peut changer de setup, Marie-Pascale? Puis encore une fois, on vient confirmer que les patientes qui consultent en oncogénétique perçoivent vraiment le rôle des patientes accompagnatrices dans une vision d'aide à la décision, mais aussi qu'elles permettent d'apporter une nouvelle perspective à la prise de décision, en plus des rôles qu'on voit souvent dans la littérature, là, comme par exemple l'écoute, le partage d'expériences et le soutien. Je vais maintenant laisser la parole à Madeleine qui va vous expliquer l'intégration de nos patientes accompagnatrices au CHU de Québec. Alors, bonjour tout le monde. Ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour clôturer ce beau projet. Alors, mon intégration s'est faite via les rencontres d'enseignement génétique de groupe qui existent depuis, c'est ça, 2018. Et tous les mercredis matins, on rencontre grosso modo une vingtaine de personnes qui se posent des questions pour savoir si elles sont porteuses de mutations génétiques qui les mettraient à risque pour le cancer du sein et des ovaires principalement. Alors, j'ai commencé à travailler avec Claire et Josée qu'on voit sur la photo. Depuis, Josée, qui est à ma gauche, a pris sa retraite et c'est Valérie qui l'a remplacée. Donc, c'est sûr que le fait de participer à ces rencontres-là, d'accueillir les patientes, d'échanger avec eux, je vous dirais que la première année et demie, en tout cas presque 2 ans avant la pandémie, ça se faisait en présence à l'hôpital Saint-Sacrement, Québec. On s'est adapté à la pandémie en faisant des rencontres de groupe. Et c'est sûr qu'on ne reviendra pas en arrière parce que le fait qu'on fasse les rencontres en virtuel, ça permet aux patients d'assister à ces rencontres-là dans le confort de leur foyer. On a des femmes qui ont un cancer actuellement. On a des femmes aussi qui vont être là plus au niveau de la prévention, qui ne sont pas atteintes de cancer, mais qui sont à risque d'en développer. Donc, c'est certain là, que pour le bien-être de nos patientes, ça va demeurer virtuel. Et moi, justement, ma présence est là beaucoup à cet effet-là. Mado parlait beaucoup de lunettes tout à l'heure. J'ai adoré son expression. Moi, j'ai toujours la lunette des patientes. Alors, c'est plus facile pour eux autres d'assister à ça dans le confort de leur foyer que de se déplacer à Québec. Donc, moi, je vais beaucoup mettre mon implication justement dans des choses de ce type-là au sein de mon groupe de travail. Alors, ces rencontres-là du mercredi sont formidables parce qu'ils me mettent en contact. Là, vous voyez, 70 rencontres à peu près, plus de 1500 patientes accueillies que moi, j'accueille le matin, à qui je présente justement là, notre programme d'accompagnement, notre réseau de soutien. Et par la suite, on peut changer d'acétate. Alors, par la suite, c'est le docteur Chiquette qui donne les résultats, soit par téléphone ou en présence, et elle offre systématiquement aux patientes qui sont porteuses de mutations génétiques si elles veulent rencontrer une patiente accompagnatrice. Alors, vous voyez à gauche, la référence directe peut être faite soit par le médecin. Il y a Claire aussi comme infirmière qui parle souvent à des gens pour des problèmes plus techniques, plus médicaux peut-être, et qui leur offre toujours aussi de dire, bien, si vous voulez parler à une patiente partenaire, vous pouvez le faire. On a aussi une boîte vocale, vous voyez un petit peu dans le haut de l'acétate, là, et une adresse courriel. Donc, les patientes peuvent nous rejoindre aussi de cette façon-là. Alors, moi, je reçois les appels de ces patientes-là ou par le docteur Chiquette, je reçois là, un courriel qui me dit « Telle patiente aimerait que tu l'appelles ». Donc, on est 2 patientes. Je suis avec Alexandrine à Québec. Donc, parfois, c'est Alexandrine qui fait les accompagnements. Parfois, c'est moi. Parfois, ça va être la Fondation
québécoise du cancer aussi, à qui on fait des références, entre autres, pour des reconstructions. Parfois, il y a des femmes qui disent « J'aimerais qu'une patiente me parle d'une reconstruction par DIEP ou par TRAM. » Bien, on sait qu'à la Fondation, ils ont vraiment ce type de patiente-là. Alors, on travaille en collaboration étroite avec eux. Alors, suite à l'assignation à Alexandrine ou moi, on va faire la rencontre avec le patient. C'est des rencontres téléphoniques. Et on a un formulaire. On peut changer d'acétate. Alors, c'est un formulaire qui a été créé spécialement pour nous qui s'appelle « Note de l'usager partenaire accompagnateur en oncogénétique ». On va laisser des traces dans le dossier de la patiente pour que le médecin sache que sa patiente est venue chercher notre support. On va écrire dans les grandes lignes de quoi on a discuté, mais c'est sûr que ça demeure quand même quelque chose qui est confidentiel. Si on doit aller plus loin, on va toujours demander le OK de la patiente là, pour écrire la note et pour aller plus loin avec un médecin ou l'infirmière. Je voulais juste rajouter une petite note. Mado a parlé de formation tout à l'heure. Je voulais juste dire que j'ai pris connaissance dernièrement d'une formation qui a été créée par la Fondation québécoise du cancer pour les patients accompagnateurs, qui est vraiment fantastique, qui fait le tour de tous les sujets. Alors, j'invite tout le monde à aller voir là, les patientes accompagnatrices, là, aller voir ce site-là. C'est un beau rafraîchissement et on apprend même des choses nouvelles. Alors, je passe la parole à Linda. Merci beaucoup, Madeleine. Merci beaucoup, Karine. Alors, je suis moi aussi très heureuse d'être ici là, pour clore. On peut changer la diapo, oui. Donc, clore cette aventure extraordinaire. Je vais vous parler surtout de, côté psychologie, mais également là, dans mon rôle, je m'occupe du bureau d'expérience patient et partenariat au CHU de Québec. Puis, c'est dans cette optique-là que je vous dirais qu'il y a eu un très grand intérêt envers le projet Parole en cours parce que ça a été réellement un projet vitrine qui nous a permis d'attacher ça, comme Karine l'a mentionné, là, sur le plan interdisciplinaire, mais aussi vraiment un premier pas vers le besoin de travailler sur une culture organisationnelle du partenariat. Donc, je vais poursuivre là en vous parlant de l'intégration graduelle, naturelle des patientes accompagnatrices. J'ai eu un peu d'avancée, là, mais ce que je veux vous dire, c'est que c'est quand même un projet qui a d'abord mis les bases autour d'un lien de confiance et d'être capable de bonifier le rôle des patientes accompagnatrices, ce qui n'a pas été simple. Madeleine vous a parlé, ça peut sembler là, tout simple de parler d'un formulaire, mais vous savez, dans un établissement comme le CHU de Québec, un formulaire, juste de créer un formulaire puis d'être capable de le déposer dans un dossier de patient-patiente, c'est déjà vraiment extraordinaire, là. Donc, tout ça pour vous dire que des actions comme celle-là, on a opté pour vraiment un travail je vous dirais graduel, mais aussi de faire connaître les choses basées sur l'enseignement, les valeurs ajoutées du partenariat. On n'a rien imposé, rien n'a été forcé. On a décidé d'avoir une optique vraiment là, c'est ça, de faire connaître, puis de travailler ensemble. Quand il y a eu évidemment là, des enjeux plus difficile, je vous dirais, là, au niveau là, de la définition des rôles. Vous savez, ça peut toujours être complexe. Oui, OK, je vois qu'il me reste 5 minutes, ça va, ça sera pas, je termine là. Alors, c'est complexe, un projet comme celui-là, quand on touche à une culture organisationnelle. Donc, on a pris le temps de bien asseoir les choses, on a défini les rôles, on a travaillé aussi, on a parlé avec les syndicats. Donc, c'était vraiment un projet où tout le monde a eu un impact incroyable. On peut changer la diapositive, s'il vous plaît. Et dans le fond, je vous ai glissé un petit mot là, sur la culture d'une organisation. Donc, le projet Parole en cours s'est inséré vraiment dans les travaux qu'on a débutés là, vers 2020.
pour faire connaître la valeur ajoutée, les retombées là, d'impliquer des patients, d'impliquer des citoyens là, dans leurs soins dans un premier temps, mais aussi dans des projets comme celui-là. Il y a un savoir expérientiel incroyable chez nos patientes accompagnatrices, puis dans le fond, on va le voir aussi au niveau là, de ce que vous allez présenter, au niveau des retombées, des résultats, mais il reste que c'est sur le plan expérientiel, c'est très riche et très renforçant. Donc, ce travail-là, comme je vous l'ai mentionné, j'ai parlé d'un projet vitrine. Alors, en 2021, le CHU, on avait déjà commencé à travailler sur une culture du partenariat. On a travaillé à adopter un cadre de référence organisationnel sur l'approche. Mais ce cadre de référence-là est venu avec un plan d'action. Puis le premier projet qu'on a mis au plan d'action spécifique dans la direction de l'oncologie, c'était le déploiement de l'approche de partenariat au niveau des soins cliniques, donc de développer davantage, puis la mise à niveau du projet Parole Onco dans d'autres sites tumoraux. Donc, je vous fais un survol très rapide, mais tout ça pour vous dire que parfois, on a besoin d'un projet de recherche pour convaincre, pour rassurer aussi. Quand on veut, justement, il a été nommé là, par Mado, que ce projet-là, maintenant, est rendu à une étape de développement du service des patientes accompagnatrices parce qu'elles sont réellement intégrées là, dans les trajectoires de soins. Mais lorsqu'on, comme on le sait, introduire un changement peut être parfois difficile et comporter sa dose là, de crainte. Alors, au début, ça a été bien difficile de convaincre les instances, mais je vous dirais que petit à petit et graduellement, avec le travail de tous, on était capable d'instaurer un superbe projet. Puis maintenant, il y a une mise à niveau extraordinaire là, qui se fait au CHU Québec. Là. Donc, je vous remercie. En même temps, je prends l'occasion de vous remercier, Marie-Pascale et toute l'équipe, là, parce que c'est vraiment un projet extraordinaire là, qui nous a permis d'avancer beaucoup au niveau là, de l'approche de partenariat au niveau de l'établissement. Donc, je vous remercie. Un immense merci à vous trois là, de ce magnifique partage. Puis on voit vraiment tout le chemin parcouru que vous avez fait au cours de ces années. Avec évidemment, il y avait déjà des fondations que vous aviez travaillé antérieurement à ce projet Parole Onco. Karine et puis bien sûr aussi Michel Dorval avaient vraiment travaillé là-dessus. Et toi, je pense vraiment vous aviez fait en sorte que ce projet atterrisse quand même dans une terre qui était très bien labourée et puis bien aéré avec déjà quand même pas mal de fertilisants pour que ça marche. Donc, pour revenir sur votre belle métaphore de la petite pousse qui grandit progressivement. Et je ne sais pas si quelques personnes avaient des questions, mais vraiment, c'est fascinant là, ce que vous avez fait. Puis, ce que je trouve incroyable, c'est toute la suite, là, puisqu'il y a une volonté vraiment de le mettre en œuvre pour l'ensemble de la trajectoire, si je ne m'abuse, et puis aussi de continuer à vous inspirer de ce projet pour voir de quelle manière il pourrait être aussi implanté dans d'autres trajectoires, non seulement en oncologie, mais peut-être ailleurs, comme le disait Michel. Donc, vraiment, un grand bravo. Je vois que Jean-Guillaume a réagi justement sur la qualité du travail que vous avez réalisé. Est-ce que quelqu'un veut intervenir ? C'est Jean-Guillaume en Estrie. J'oserais, félicitations à tout le monde, puis je serais curieux d'entendre soit Linda ou les collègues sur plus particulièrement là, l'idée de qu'est-ce que vous voyez venir à l'idée d'étendre ça, d'aller au-delà d'un projet de recherche et puis là, de le faire vivre un peu plus de façon pérenne. Voyez-vous des défis, des prochains pas à cet égard-là? Je peux peut-être m'avancer pour une première réponse. Il y a toujours des défis quand on veut faire une mise à niveau, on doit sélectionner. Je pense qu'il y a une réflexion en cours. Disons que cette première étape-là de Parole Onco a permis vraiment, là, avec les retombées qu'il va y avoir également, Marie-Pascale l'a nommé, plusieurs articles. Donc, il y a des retombées intéressantes, il y a des résultats intéressants quand les décideurs en prennent connaissance. Puis, je pense que l'étape intéressante, nous, qu'on a mis de l'avant, c'est de l'inscrire dans un plan d'action qui est suivi
par le comité vigilance et qualité de notre établissement, qui est un sous-comité du CA. Donc, la mise à niveau, elle est déjà dans un plan d'action structuré qui est autour du développement et du déploiement de l'approche de partenariat dans notre établissement. Alors ça, je pense que ça nous permet là, de contourner certains enjeux, certains défis, mais ça légitimise la démarche et ça lui permet de je dirais de partir d'un projet de recherche parce qu'on sait qu'il y a souvent des silos entre le monde de la recherche et la clinique et ça nous a permis d'en faire un projet d'évaluation en milieu réel de soins et ensuite là, d'en faire un projet de développement d'un nouveau service qui part à partir de besoins, mais aussi dans un cadre là, bien organisé, bien structuré. Puis, on garde les liens aussi là, avec la recherche. Donc, ça, c'est toujours un pas important, intéressant dans un centre hospitalier universitaire également. Je ne sais pas si j'ai répondu. Oui, merci. Ouais, c'est super. Et je vais faire un lien là juste pour dire que le projet Oncopole qu'on va présenter à la fin de la journée permet justement de mettre en relation des établissements comme le CHU de Québec, Université Laval, avec le CIUS de l'Estrie CHUS, puisqu'on va vraiment travailler tous ensemble à faire en sorte qu'il y ait du transfert de connaissances entre les établissements qui ont participer à la première phase et qui vont en faire bénéficier évidemment ceux qui vont rentrer dans la phase numéro 2. Donc, moi, j'adore ça, la chose assez fascinante. C'est rare qu'on puisse avoir des projets comme ça où il y a vraiment une collaboration entre les établissements autour d'un projet ou qui capitalise au niveau de la recherche. Vraiment, je pense qu'on n'a pas beaucoup en réalité des projets comme ça. Donc, vraiment, merci. C'est super. Je peux peut-être donner le mot de la fin, Marie-Pascale, à Mme Madeleine Côté, parce que je vais dire que sans son engagement qui est au-delà, moi, je suis impressionnée. C'est un engagement qui est au-delà de ce qu'on pourrait s'imaginer. Je vous dirais qu'avec sans le concours de Madeleine, ce projet-là ne serait pas rendu où est-ce qu'il est aujourd'hui. Donc, oui, une grande main d'applaudissement pour Mme Côté, Madeleine. Elle fait toute la coordination des PA, etc. Elle a vraiment été incroyable. Vraiment. Merci Madeleine, du fond du cœur. C'est extraordinaire comme engagement. Et je sais aussi que tu continues avec nous, donc c'est vraiment merveilleux. Puis il y a Karine aussi, Karine extraordinaire, qui est partout. Karine, qui est la mémoire vive de l'oncogénétique dans ce projet-là. Donc, merci beaucoup, Karine. C'était notre spécialiste quand même en cancérologie dans notre équipe de recherche et elle nous a énormément aidé là, à vraiment prendre en considération des subtilités qu'on n'avait pas tous dans l'équipe parce qu'on n'avait pas du tout sa même expertise. Donc, vraiment un immense merci. Donc là, on part en Gaspésie, c'est vraiment le grand bonheur. Christine, maintenant que je connais depuis quelques années, nous avons une belle complicité ensemble au travers de plusieurs projets et je suis ravie de pouvoir faire en sorte que tu puisses partager avec nous les travaux qui ont été réalisés et qui avaient des objectifs un tout petit peu différents de Parole Onco, mais qui sont vraiment en soutien avec la réflexion du continuum de soins et aussi sur la capacité d'habiliter les patients à être encore plus engagés dans leurs soins. Donc, merci d'être présente et de nous partager ce pont vers la maison, la vie après le cancer. Merci. Ce matin, je vais vous présenter une petite expérimentation. C'est sûr que nous, CIUS de la Gaspésie, on n'est pas un grand centre universitaire, mais on a eu la chance d'expérimenter en 2018 et 2020 un projet collaboratif soutenu par Excellence en santé, dont Marie-Pascale était notre chercheur principal. Bridge to Home, un pont vers la maison, on était 17 établissements au Canada, dont 2 au Québec, qui avaient à expérimenter un modèle de transition axé sur... Il y avait le modèle de transition, donc il y avait des livrables assez précis, mais ce qui était intéressant dans le projet, il fallait expérimenter un modèle collaboratif avec des patients partenaires. À l'intérieur de ce projet, vous allez voir, je vois que j'ai des collègues de l'OPAC, on a expérimenté le patient accompagnateur, donc Marie-Pascale nous a aidés pour le partenariat et elle nous a aidés aussi pour toute la dimension du père accompagnateur menée par l'Organisme gaspésien des personnes atteintes de cancer, qui
faisait partie des livrables du projet Un pont vers la maison. Je vais passer rapidement, tu peux avancer sur... Je ne veux pas tant parler des résultats parce que je vous en parlerai à la fin, mais les leçons tirées, j'ai beaucoup appris. Et où je suis un peu triste, moi, je termine cette année, je suis une gestionnaire de 35 ans d'expérience. J'aurais donc aimé connaître comme outil de gestion le partenariat avec les patients. Il me semble que j'aurais fait une carrière beaucoup plus fructueuse que la mienne parce que je ne peux plus, vous allez voir, travailler sans la collaboration avec des patients partenaires. Donc, nous, au CIS de la Gaspésie, depuis 2013, on travaillait en partenariat avec des patients en cancérologie. Et on avait aussi, en 2005 et 2015, toute l'expérience d'une culture d'organisation apprenante. Ces deux éléments-là nous ont aidés beaucoup dans le projet Bridge to Home qu'on a mené avec Dr. Paumé. Donc, nous, on avait créé autour de 2013-2014 un site qui est encore là, Faisons équipe contre le cancer, et on avait tous pu expérimenter la valeur ajoutée, c'est simple à dire, mais tout à quel point c'était efficace, le savoir expérientiel des patients mêlé à l'expérience des équipes pendant les traitements du cancer, à quel point ça aidait beaucoup les patients à devenir, apprendre à être un patient sous traitement de chimiothérapie. En 2018, mon groupe de patients partenaires associés aux infirmières pivots, je leur ai dit sur quoi vous voulez travailler cette année, et ils m'ont dit sur la survivance. Il y a vraiment des grosses problématiques pour la vie après le cancer. Au même moment, Dr. Paumé arrive, elle me dit, bon, ben, il y aura un projet d'expérimentation Bridge to Home. C'est là qu'on s'est impliqué avec elle dans ce projet-là et on a été retenus. Donc, nous, au Canada, on était les seuls à travailler sur l'oncologie. Mais c'était toujours le principe de collaboratif. Donc, tu peux avancer, Marie-Pascale. Donc, on avait deux grands enjeux. Il fallait expérimenter une transition dans laquelle il y avait le père accompagnateur, mais il fallait expérimenter aussi tout un modèle, comment on travaille en partenariat avec des patients. Et c'est ça sur quoi j'ai le plus appris, je crois. J'ai vraiment beaucoup appris. Puis, comme on est un petit centre, on avait la chance aussi, on était tellement contents qu'ils nous fassent confiance, un petit centre rural, on est allé, je veux dire, comme mon petit-fils dirait, all-in. On a dit, on va expérimenter au maximum de qu'est-ce qu'est le partenariat. Donc, on a travaillé, on avait un comité exécutif des 5 patients partenaires qui étaient associés à des infirmières pivots. On avait 4 comités consultatifs que des patients partenaires au sein des 4 RLS. On travaillait avec l'OPAC. Aussi, on a beaucoup amélioré tout le lien de complémentarité avec l'organisme gaspésien des personnes atteintes de cancer, experts multimédia. On avait la direction de la qualité aussi qui supervisait, Dr. Paumé, et on a travaillé avec 55 patients ressources différents au sein du projet. Donc, tu peux avancer la diapo. Donc, ce qui est important, ce que j'ai appris, puis comme je vous dis, je ne focuserai pas sur les résultats. Ce que j'ai beaucoup appris, la première chose, c'est quand les patients m'ont dit, bon, il y a des problèmes après, on est allé à la rencontre des patients en Gaspésie et on a rencontré beaucoup, je marque une trentaine, mais je pense que c'est plus que ça. On faisait des rencontres de cuisine, des rencontres dans les établissements et on a écouté ce que les gens avaient à nous dire. On a fait des sondages en ligne aussi. Ce que je retiens, puis je veux vous mentionner, de revenir aux discussions, des rencontres de discussion. C'est ce que j'ai le plus appris, de s'asseoir avec des patients ensemble et les écouter. Et bon, vous voyez les résultats, je vous en parlerai plus tard, mais les résultats de nos sondages en présence et en ligne, c'est intéressant parce qu'on arrive aux mêmes résultats que l'ISQ a publié en 2016, qu'on vient de publier avec le ministère de la Santé, parce que j'ai des collègues ici, là, Ginette et Sandy Auberrois, qui sont sur un deuxième projet. On arrive avec les mêmes résultats par rapport à la problématique. Mais la différence, c'est quand moi, je suis allée à la rencontre des patients, j'ai compris, parce que le mot fatigue, par exemple, c'est marqué 80% des gens sont fatigués, mais à écouter les gens, je comprenais mieux que la fatigue, c'est du déconditionnement physique, par exemple. Donc, on comprend mieux la nature, la racine des problématiques. Et ça, je trouvais ça important. Donc, tu peux avancer. Donc, c'est ça, on avait en équipe à
à mettre en place le POD, l'outil d'organisation de la sortie des patients, d'améliorer le processus de transition médicale et d'implanter un modèle de partenariat de pairs accompagnateurs qui assurait le suivi dans la communauté via l'OPAC, c'est l'Organisme gaspésien des personnes atteintes de cancer. Donc, tu peux avancer aussi. Donc, après 1 an et demi de projet, on a implanté effectivement partout en Gaspésie, et c'est efficace, un outil d'organisation de la sortie du patient. Donc, quand le patient quitte, mais on est en train de le modifier parce que là, il y a un projet québécois sur lequel on va se coller parce qu'on s'est aperçu que cet outil-là, c'est intéressant, mais les patients aiment moins écrire. Donc, on s'en va plus vers un modèle qui coche, mais ça ne fait rien, le patient est préparé à la transition. On a fait une plateforme web éducative préparant la vie après, à laquelle ce sont des patients partenaires qui ont tous des témoignages avec des professionnels, c'est vraiment intéressant. On a mis en place un programme d'auto-formation accompagnée. Donc, parce que les patients nous disaient d'écouter des vidéos ou des enseignements en salle de traitement, on n'est pas disposé à apprendre. Donc, l'équipe de patients, comme vous voyez, a mis en place un checklist et on passe des tablettes pour l'équiter parce que tout le monde n'est pas habile sur Internet. Donc, toute la formation vidéo est sur les tablettes. Les patients peuvent écouter. Ils ont 2 semaines pour écouter, se préparer au départ, qui est à peu près à mi-traitement. Et après, ils posent des questions aux infirmières. Donc, c'est très apprécié. On a mis en place un plan de transfert médical avec les médecins de famille. Tu peux avancer. On a mis en place, bien entendu, l'OPAC a mis en place un très beau service de père accompagnateur où le patient, 1 mois après, est appelé par un père accompagnateur pour voir comment il va, puis c'est transféré par l'infirmière pivot. On a mis en place un guide de gestion des symptômes aussi, écrit, et on a mis en place à la demande, toujours à la demande des patients et fait en collaboration avec eux, de la relaxation par une psychologue qui travaille avec nous, relaxation Jacobson et toutes des techniques de détente qu'on montre aux patients pendant les traitements. Et là, vous voyez, c'est comme le comité des usagers du site de la Gaspésie donne gratuitement des MP3 pour les gens plus pauvres. Ceux qui ont des téléphones intelligents peuvent télécharger sur notre site, mais tout le monde est égal et a des possibilités d'apprendre à se détendre quand ils ont des crises d'angoisse, parce que l'anxiété faisait partie des symptômes importants pour après être capable d'avoir recours à ces stratégies-là une fois qu'ils avaient quitté l'équipe. Donc, tu peux avancer. Ce que je trouve le plus important à vous partager, c'est sûr qu'on a atteint nos résultats, mais c'était une petite expérience rurale, c'est sûr. Hein, vous allez dire, c'est pas des grands, c'est pas Montréal puis Québec. Donc, mais on a amélioré de 70 c'est facile à améliorer. Les patients, au début, nous disaient, on ne se sent pas en sécurité, on se sent abandonné. Et quand nous, on les a rappelés au temps 1 après, là, 1 mois après les traitements, bon, ils nous disaient, non, je sais qui appeler. Ça, c'était correct. Mais ce qu'on s'est aperçu aussi à discuter, puis on n'a pas eu le temps d'expérimenter beaucoup, c'est toute l'importance de la continuité informationnelle et relationnelle. Que les patients nous disaient quand on appelait après, c'est important d'être branché à quelqu'un, c'est important de pouvoir parler à quelqu'un qui me ressemble aussi. Donc, toute l'appréciation des pairs accompagnateurs du service de l'OPAC. Mais c'est important aussi d'avoir une information parce qu'on s'est aperçu qu'en cancérologie, après les traitements, les vrais problèmes arrivent 3-4 mois après. Ça, c'est intéressant. Donc, 3-4 mois après, là, ça fait longtemps que tu n'es plus avec ton équipe de soins si tu n'es pas branché à des patients. Donc, là, c'est tout ça qui… Je vous dis, il y a encore beaucoup à améliorer. On s'est aperçu à quel point la valeur ajoutée des transferts par des patients accompagnateurs par vidéo, on a beaucoup travaillé par vidéo, mais aussi par les téléphones de l'OPAC. Et mon grand autre partage, à quel point quand vous faites travailler des groupes de patients partenaires avec des équipes de soins, c'est le plus grand levier de mobilisation des équipes.
Moi, mes infirmières pivots me disaient, oh mon Dieu, des infirmières pivots au Québec, c'est débordé, hein? Fait qu'ils me disaient, non, on ne pourra pas faire ça, c'est impossible, c'est impossible. Mais quand j'ai assis mes infirmières pivots avec mon groupe de patients qui ont entendu tout ce qu'ils vivaient, impossible, ça n'existait pas. Et à partir de ce moment-là, je les ai laissés travailler ensemble, mais ils ont trouvé des solutions et j'ai vu à quel point, et maintenant, en cancérologie, les patients rentrent dans les équipes et il y a vraiment un partage, il y a vraiment un grand intérêt. Et eux-mêmes me disent, « Oh, est-ce que tu penses que les patients partenaires pourraient regarder? » Il n'y a plus rien qui se fait en cancérologie maintenant sans que nos patients partenaires y participent. Donc, c'est un levier, quand tu mets en contact les soignants avec des patients partenaires, c'est un levier de changement extraordinaire. L'autre, ma dernière diapo, ce que je vais vous partager, ce que j'ai appris beaucoup de la transition et tellement appris que, comme on était un petit projet rural, maintenant, c'est un projet, puis mes collègues Sandy et Ginette sont là. Le projet a été repris au niveau provincial par le ministère en collaboration avec CIPAC, Canadian Partnership Against Cancer, pour en faire un modèle, une trousse de transition à partir des mêmes données. Donc, notre petit projet, c'est le fun, est devenu grand. C'est plus notre projet, c'est devenu un projet provincial que les établissements du Québec vont avoir à implanter. Et donc, ça je suis contente. Mais ce que j'ai beaucoup appris comme gestionnaire, c'est l'art du partenariat. Et l'avantage qu'on a eu avec Marie-Pascale, avec Excellence en santé, c'est qu'on a beaucoup appris comment impliquer les patients dès la première heure, leur donner des mandats, des responsabilités. Les patients partenaires qui travaillaient avec nous étaient payés comme, bien, ce n'étaient pas des employés, mais il y avait les mêmes, ils pouvaient avoir accès à moi comme un employé. Il y avait toutes les cartes d'hôpital. Donc, ça a été vraiment quelque chose. J'ai appris beaucoup de l'art du partenariat. J'ai appris beaucoup aussi une erreur qu'on a fait, c'est qu'au début, les patients partenaires ont plus travaillé que les infirmières pivots. J'aurais dû faire travailler les patients partenaires avec les équipes de soins, parce que ça amenait un clash. Là. Ça j'ai eu dû à. Donc, de ne pas avoir peur d'intégrer les équipes de soins tout de suite, parce que pour ma part, du partenariat, ça prend égale proportion patient partenaire et équipe de soins. Et là, tu les laisses agir. Moi, ma job de chargé de projet ou de gestionnaire, c'est servant leadership. Je les laisse aller. Je mets mes compétences de chargé de projet à leur service, mais c'est vraiment de les laisser. Et c'est pas tout le temps ce que je veux faire, mais c'est ce qui est le plus. J'ai jamais vu quelque chose d'aussi efficace que ce modèle de travail de gestion-là. Un des points aussi que je vais vous dire à quel point c'est important, nous, on a beaucoup appris à casser nos modèles mentaux. Et ça a l'air bizarre ce que je vais vous dire, mais même si je travaille à temps complet depuis 2013 avec des patients partenaires, je ne pourrai jamais me mettre à la place de patient. Jusqu'à la fin de ma carrière que je termine, je vais toujours penser en gestionnaire infirmière. Donc, je ne peux pas, et c'est fantastique de voir à toutes les fois, ce n'est pas parce que moi, ça fait 10 ans que je travaille avec des patients que je suis capable de lire un texte et de dire oui, les patients vont comprendre ça. Non, je ne l'ai pas. Même si je trouve que je l'ai, je ne l'ai pas. Donc, toujours aller de l'interconnectivisme, se connecter avec des groupes de patients, se connecter avec des gens sur le terrain pour voir aussi qu'est-ce qu'ils pourraient faire que ça ne fonctionne pas. Ça, je retiens beaucoup ça. Aussi, j'ai appris aussi à partager des articles, je vois Mado, mais des articles scientifiques, puis les patients lisaient des articles scientifiques, nous, de notre côté, puis là, on dit, qu'est-ce que tu retiens? Puis c'est très, à partir de leur savoir expérientiel, ils nous mettaient le doigt sur des affaires que je n'avais pas vues. J'en reviens pas. Et comme dernièrement, on discutait avec un groupe de patients au Québec et des patients me disaient, Sandy est là, elle va l'entendre la même chose que moi. Elle disait, vous, en milieu hospitalier, vous n'êtes pas très bon en prévention. Je disais, ah oui, qu'est-ce que vous voulez dire? Bien, quand vous expliquez des choses par rapport à l'enseignement aux patients, vous nous parlez beaucoup plus des symptômes dangereux, vous nous parlez beaucoup mais vous ne nous parlez jamais de qu'est-ce qu'on pourrait faire pour ne pas avoir de la fatigue, pour ne pas avoir de la neuropathie, comment garder notre santé. Et ça, je n'y avais jamais pensé à mon âge. Et donc, puis il nous expliquait aussi quand vous nous décrivez des symptômes dangereux, si on parle de la transition,
mais ça ne veut pas dire qu'on va les vivre dans notre corps de la même manière. Donc, nous, ça se peut qu'on passe à côté de symptômes, ça se peut. Donc, si toi, tu ne l'as pas vécu comme infirmière, et là, je décris un symptôme que je n'ai jamais vécu, bien, il y a des fortes chances que les patients m'expliquaient que je passe à côté, et là, je crée plus d'anxiété que d'autres jours où je passe à côté d'une complication. Donc, ça, j'ai vraiment fait beaucoup d'apprentissage, pas moi, mais toute l'équipe d'infirmières aussi. Et je termine en disant que ce que je retiens beaucoup, la force du savoir des patients. Nous, en Gaspésie, là, je remarquais que quand on a fait beaucoup de vidéos de transfert, et quand un professionnel extraordinaire faisait un apprentissage vidéo je trouvais ça tellement un bel apprentissage, un bel enseignement pour que le patient puisse le voir à la maison. Si le professionnel parlait, je pouvais avoir 200-300 partages. Et si c'était un patient qui faisait une expérimentation, qui faisait un partage au patient sur un sujet X, là, c'est 5 000 à 10 000 partages que je pouvais avoir. Donc, il y a vraiment quelque chose, moi, que j'aurais jamais pensé. Et là, je me disais, ah mon Dieu, il y a une richesse là qu'on a sous-exploitée. 5 000 à 10 000 en Gaspésie, c'est quand même. J'aurais fait une conférence dans une aréna chez nous, puis j'aurais pas eu ça. Donc, le dernier, ce que moi, je recommande, là, il y a beaucoup de chercheurs, il y a beaucoup, je crois beaucoup de Dr. Marie-Pascale Paumé, là, qui est mon idole. Je pense qu'on a besoin au Québec, en cancérologie, d'un modèle d'éducation thérapeutique, comme il y a en Europe. Il y a des collègues de l'Europe, là, basé sur le savoir expérientiel, à travers le savoir expérientiel des patients, un peu qui s'inspire du site, la plateforme Naître et Grandir, que tous les parents, ma fille, tous les parents vont sur Naître et Grandir. Et je pense qu'on est vraiment, au Québec, rendu. Si on veut sortir des patients, être capable de travailler les autosoins, sortir les patients du système de santé, il faut les outiller. Et je pense que, j'espère que vous êtes l'avenir, de travailler ensemble sur un modèle éducatif pour et par les patients. Je termine en disant qu'avec Excellence en santé, on a produit 9 heures de formation. Là, je suis tout seul, là, mais j'ai une grosse équipe, c'est pas possible ce matin, mais on a produit 9 heures de formation que je pourrais partager avec le Dr. Paumé sur la transition vue par les patients, l'engagement des patients dans un projet. C'est quelque chose qui pourrait être intéressant à partager. Je vous remercie beaucoup. Un immense merci, Christine, parce que tu amènes une dimension très complémentaire à tous les travaux qu'on a faits. Puis vous êtes très pragmatique. Vous avez vraiment développé énormément d'outils en soutien à toute la trajectoire des patients. Et en commençant par les outils qui étaient proposés par Excellence Canada, de ton expérience aussi que tu avais déjà. Tu as vraiment capitalisé pour arriver à dépasser juste le fait il faudrait faire des outils là, non, vous êtes vraiment mis à la tâche, vous avez fait énormément de capsules, de transfert de connaissances entre les patients, etc. Et ça donne ses fruits. Puis je pense que dans le cadre aussi il y a une stratégie du numérique là qui est en train de se mettre en place au Québec, et ça serait vraiment important que tous ces outils-là s'y retrouvent. Donc on va te mettre en contact aussi avec l'équipe du Centre d'excellence sur le partenariat avec les patients et le public qui travaille là-dessus actuellement pour vraiment s'assurer, en tous les cas, qu'on puisse capitaliser sur tout le travail qui a déjà été fait en Gaspésie. Donc, je pense que là, on est prêt, en tous les cas, à faire des projets de recherche aussi intégrant l'ensemble du continuum, hein, que ça soit évidemment en situation de prédisposition génétique ou environnementale au cancer, jusqu'évidemment au retour à la maison et éventuellement aussi tout ce qui est soins de fin de vie. Donc, vraiment, bravo. On est très, très, très impressionnés. On pourrait prendre une question, puis après, on va prendre la pause. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut intervenir? Dans le clavardage, il y avait une question de Jean-Guillaume Marquis. Peux-tu nous en dire un peu plus sur le fonctionnement avec le PA de l'OGPAC? Y a-t-il un lien avec les équipes de soins lorsqu'ils repèrent des besoins post-traitement? Excellente question. Oui, c'est les infirmières pivots qui réfèrent. Avec le PAC, je sais que Tamira est là, mais on s'est entendu ensemble sur un référencement standardisé. Donc, le patient accepte et on envoie une demande informatisée à l'OPAC.
et l'OPAC rejoint le patient un mois après. On a encore beaucoup là, de travail à faire parce que d'explication au patient de la valeur, parce que mais la structure est là, l'OPAC a formé des patients, il y en a partout en Gaspésie, c'est très apprécié. C'est très, très apprécié les patients, mais c'est encore un petit peu démystifié quand les patients. Parce que le problème, quand les patients terminent, Ginette est là, Cindy, on en parle, c'est que souvent, ils ont de la misère à se projeter dans le futur. Donc, ils ont juste hâte de quitter. Donc, c'est ça qui va être important, la transition, c'est d'aller leur offrir peut-être après. Mais le programme est là et c'est un référencement standardisé, automatique, qui arrive par courriel. Merci beaucoup, Christine. Puis je veux juste dire, moi aussi, j'ai vraiment trippé à entendre tout ce beau projet-là, puis la façon dont tu en parlais, les apprentissages, là, c'est bien inspirant. Merci. Ouais, c'est génial. Donc là, on arrive à l'heure de la pause. Donc évidemment, on a pris un tout petit peu de retard. C'était un petit peu évident. Donc on vous propose un 5 minutes de pause santé, de faire quelques exercices d'aération de notre cerveau. Et puis on se retrouve donc à 35. Et on va avoir donc la chance d'entendre le CIUS de l'Est de Montréal et plus particulièrement donc l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. J'espère en tout cas que cette première partie de matinée vous a intéressé. Moi, j'ai adoré. Là, j'ai trouvé ça vraiment très, très, très inspirant avec vraiment des manières de s'approprier, comme disait Michel, hein, dans le côté équité, une dimension très spécifique à l'ensemble des milieux, tout en gardant la philosophie de ce que l'on appelle le soutien par les pairs au sein des équipes. Donc, vraiment, un grand, grand merci. À tout de suite.
Ok, ben, si vous êtes d'accord, on va reprendre. Je vois que Sandy a déjà ouvert sa caméra, donc fidèle au poste, prête à. Un grand merci d'être là, Sandy. On est super content de pouvoir partager avec vous votre super expérience au cours de ces derniers mois. Je pense que tu n'es pas toute seule à présenter, donc peut-être tu vas nous présenter l'ensemble de l'équipe qui va être avec toi et peut-être que les personnes qui présentent pourraient mettre leurs mains levées, comme ça elles vont toutes monter en haut de l'écran. Je vais être accompagnée de Linda. Je l'ai vue il y a quelques minutes, elle est là. D'accord, très bien. Bonjour Linda, ravie de t'avoir avec nous. Donc, je vais passer au bilan par site, le CIUS de l'Est de l'île de Montréal. Donc, peut-être vous présenter toutes les deux rapidement, puis ensuite on vous laisse la parole. On commence. Alors, en fait, je commence en disant que c'est tellement inspirant de vous écouter aujourd'hui. C'est la troisième fois que je participe. Là, puis j'entends Christine. Il y a 3 ans, Christine, tu m'avais inspirée. Tu nous avais inspirés ici au CIUS de l'Est. Donc, c'est vraiment enrichissant là, de tout vous entendre. Merci. On est content de vous présenter. En fait, nous, ce qu'on veut vous présenter, c'est un peu l'adaptation parce que c'est un projet de recherche qui, nous, ici au CIUS de l'Est, a été pérennisé et qui est une offre de service à tous. Donc, on est très heureuse. Je suis accompagnée de Linda. Je vais me présenter. Je suis patiente partenaire au CIUS de l'Est et aussi la chargée de projet de l'espace partenaire en cancérologie. Je suis accompagnée de Linda, qui est patiente accompagnatrice, qui est impliquée depuis tout début, Linda, dans tous les débuts du projet. Donc, elle viendra vous parler des constats des patientes accompagnatrices. On utilise aussi le féminin. On a quand même 5 ou 6 patients partenaires, mais on utilise le féminin aussi, comme d'autres centres. Alors, voilà, on est bien heureux de commencer. On pourrait changer, Marie-Pascale. Alors, je vous ai mis un peu, ça c'est le programme de cancérologie. Donc, c'est leur carte de visite. Alors, je voulais vous la partager parce qu'ils ont vraiment l'objectif d'intégrer l'espace partenaire en cancérologie. Qu'est-ce que c'est? Vous allez me demander. Puis aujourd'hui, on va parler vraiment de Parole Onco, du programme qu'on a intégré dans la trajectoire du patient, mais de savoir que c'est un projet guichet unique en partenariat patient au programme de cancérologie. Ça regroupe des patients partenaires, une foule de collaborateurs, des médecins, d'équipes cliniques qui sont vraiment là pour partager ensemble et vraiment d'améliorer les soins et les services. Christine parlait de son expérience et ce qu'on vit ici depuis 1 an. Il y a 1 an, on vous disait qu'on venait d'ouvrir, alors très heureuse de vous dire on a fêté notre premier anniversaire la semaine dernière de l'espace partenaire ici. Et l'espace partenaire avec l'accompagnement des patients, ça s'inscrit vraiment dans la trajectoire de soins à partir de la période d'investigation. Alors, on a un beau projet d'investigation, des guichets d'investigation qui s'en viennent en cancérologie et la transition, le projet que Christine et l'équipe a travaillé. Alors, on promet ça en place. Alors, la mission, c'est vraiment de faire connaître aux personnes touchées par le cancer tous les services qui existent, que ce soit au CIUS ici ou partout au Québec. Alors, on est en mesure de mieux les accompagner. Et évidemment, on peut parler du programme Parole Onco qui est offert chez nous aux patients et aux personnes touchées par le cancer. Alors, la prochaine présentation, là, je passe mes pages parce que j'écrive mes choses. Je suis patiente à la base, alors j'oublie beaucoup de choses. Je ne vais pas passer à travers toutes nos réalisations, mais on a travaillé fort depuis la pérennisation et l'offre de service en janvier. On a ouvert un local, ça vous le savez. On a vraiment travaillé sur un plan de communication. Quand on démarre quelque chose, il faut se faire connaître. On a vraiment misé sur les signets, les notes de service, une page web sur le site du CIUS de l'Est, des présentations. Les patientes accompagnatrices, les patients partenaires du projet ont présenté avec moi aux organismes communautaires, aux psychologues, aux infirmières pivots, en salle de traitement, aux agents administratifs, aux gestionnaires, aux chercheurs. Alors, ils ont été avec nous là, dans tout ce projet-là. Je voulais en faire mention. On a aussi
poursuivi notre comité de pratique. On les a sondés, les patientes accompagnatrices, en janvier pour savoir qu'est-ce qu'ils voulaient en faire de ce comité de pratique. C'est une adaptation, c'est sûr. On est passé d'un projet de recherche avec une structure, avec des systèmes en place. Il fallait faire un changement. On a accepté ensemble là, de se voir une fois par mois. On s'est vu jusqu'à la fin, au début de l'été. Là, on a pris une pause à l'été, mais on recommencera. Je vais vous présenter un peu ce qui s'en vient. Mais on les a écoutés aussi, puis de voir aussi comment eux allaient. Mais oui, Ginette, tu es venue nous voir. Merci. Et là, j'ai perdu j'ai vu le petit truc. On a aussi intégré une patiente accompagnatrice des patientes accompagnatrices. C'est quelqu'un qui avait un chapeau professionnel, qui garde son chapeau de patiente accompagnatrice, mais c'est important pour nous de l'intégrer parce que on voulait savoir, on voulait aussi prévenir la détresse empathique. Angela, je pense qu'elle est là aussi. Son atout là, à nos rencontres, au comité de pratique. On se rencontre aussi dans un autre projet toutes les semaines. Elle vient et c'est tellement enrichissant pour nous de l'écouter et de nous mettre sur la bonne piste. Mais on voulait aussi éviter l'épuisement de compassion. C'est ce qui a ses termes à elle. On voulait aussi offrir aux patientes accompagnatrices une alternative qui était individuelle, qui était confidentielle, puis c'était vraiment d'avoir du soutien quand ils font un accompagnement. Entre nous, on est habitués, ça fait longtemps, là, je vois Madou à mon écran, Linda, qui sont là depuis longtemps, donc ils ont créé une relation entre eux, mais pour les nouveaux qui arrivaient, d'avoir cette possibilité-là d'échanger, de se poser des questions sur j'ai-tu